Bonsoir à tous, il est 23 heures. On regarde tout de suite les titres de ce journal. La Saint-Valentin, le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, une occasion pour les couples d'échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que de roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Dans ce journal, vous verrez comment la célébration s'est déroulée à Abidjan, avec des amoureux qui ne manquent pas d'inspiration. Le centre de santé de Lata, situé à une quinzaine de kilomètres de Korogo, vient d'être doté d'une ambulance médicalisée. Une ambulance également pour Kombolokura. C'est donc un geste du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'équiper les centres de santé de ces deux localités. Un grand ouf de soulagement pour la population. Puis à cheval entre la tradition et le modernisme, la rédaction de RTI 1 vous propose ce soir de découvrir la sous-préfecture de Tienko. La localité située entre la ville d'Odiéné et la frontière malienne entame son développement avec beaucoup de sérénité. Un dossier à découvrir en cours d'édition. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Le 14 février marque la fête de l'amour, une fête vue sous différents angles et qui s'entremêle aussi à la passion, une célébration faite de danse sensuelle, de concepts colorés avec beaucoup d'émotions. Bref, sans plus tarder, je vous invite à suivre ce reportage de Franco Quadio. Et oui, le rouge, la couleur de la passion de rigueur, ces jours de Saint-Valentin. Le quartier de la Riviera, dans la douceur de la nuit, un événement particulier à forte dose de Kizomba. Cette danse empreinte de sensualité, venue de l'Afrique centrale. L'initiateur, c'est lui, Charles. L'idée est de porter ce jour le thème de l'amour par la danse. C'est sensuel, c'est beau à regarder, ça demande au couple de se mettre ensemble, de partager quelque chose, mais c'est vraiment l'amour dans toute sa diversité. Mais c'est la Saint-Valentin, une affaire à deux. Et le prof de danse n'est pas seul, il partage cette passion pour la danse avec sa fiancée. Ça nous a apporté un plus. Mais avant tout, dans la relation, il faut d'abord avoir une base de communication, de confiance. Nous quittons l'ambiance onctueuse de la piste de danse pour un cadre feutré. Ici, c'est la dernière étape d'un événement réservé à l'amour et à la séduction. Le thème pour cette première édition, c'est « L'amour, c'est la vie », pour dire que ça englobe tout. La vie, c'est vous, c'est moi, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est nos relations avec les autres. L'amour, c'est également ce que nous mangeons. L'amour, c'est ce que nous vivons au quotidien. La séduction pour mieux consolider l'amour, une attitude qui devrait être celle de tous les instants. C'est le moment où tu dois prouver à ton homme que tu l'aimes. C'est le moment de prouver à tes enfants, à tes amis. L'amour n'a pas d'âge, l'amour se vit. Sortir danser ou sortir en tête-à-tête pour cette soirée de l'amour, certains optent pour davantage de sensations. Direction le Palais de la Culture, un concert cette nuit. La Saint-Valentin pour moi, c'est tous les jours, Mais comme le 14 février est dédié pour les amoureux, donc avec mon épouse et moi, on s'est fait une petite soirée et puis on est venu au concert assister, le temps de passer du temps quoi. Parler peu et démontrer plus, l'essentiel à répétition à cette période de l'année. Vive le 14 février, vive l'amour. Do Micheline Tanoé est coach en épanouissement conjugal en ce jour de célébration de la Saint-Valentin. Elle était l'invitée du magazine du dimanche sur RTI 1. Maintenir l'harmonie au sein du couple, c'est le sujet qu'elle a décrypté ce 14 février et c'était en compagnie d'Herman Guivet. On regarde un extrait de son passage. La Saint-Valentin est une occasion de manifester l'amour, de renforcer l'amour qu'on a pour la personne. Et c'est aussi une occasion pour attiser la flamme qui s'est peut-être éteinte en cours de chemin. On parle d'harmonie conjugale lorsque les deux personnes se tiennent la main face aux difficultés.
On parle d'harmonie conjugale lorsqu'il règne une fluidité au niveau de la communication. La communication est fondamentale dans tout couple qui veut asseoir une harmonie. Alors, les clés pour savoir mieux communiquer dans le couple sont les suivantes. Communiquer, c'est d'abord écouter la personne en face. Ensuite, trouver le bon moment de la communication, c'est important. En termes de communication, surtout dans le couple, le plus important, ce n'est pas qui a raison. Le plus important, c'est quel est ce qui vient pour créer une harmonie dans le couple. C'est ce qui est le plus important dans la communication. Et enfin, c'est savoir dire ses désirs, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me convient. Parce qu'en général, on a l'impression que l'autre sait tout. Donc, on ne lui dit pas ce qu'on a intérieurement, ce qu'on souhaiterait. Quelqu'un qui vient en couple vient avec sa vision qu'il voudrait réaliser. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a une autre vision et qui ne concorde pas avec notre vision et qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et discuter, il y a problème. Déjà, il faut accepter que c'est normal qu'un couple passe par des difficultés. Ça fait partie du package, ça fait partie du cheminement. C'est vrai qu'on rentre en couple parce qu'on aime la personne, mais on est en couple parce qu'on veut arriver quelque part avec cette personne-là. Quand on est dans une situation de gourmet, comme vous l'avez dit, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord. Où est-ce que j'en suis? Quelle est l'étape suivante? Il faut prendre le temps de gérer sa douleur intérieure, sa tristesse. C'est important. S'il faut pleurer, il faut parler à quelqu'un d'autre. C'est important d'évacuer le flot d'émotions qui est à l'intérieur. Et ensuite, il faut se poser et faire le point. Pour être heureux, il faut avoir quelqu'un en face qui partage notre bonheur. Et voilà, c'est des conseils qui devraient profiter à tous les couples. Et puis, les commerces sont restés ouverts malgré la pandémie de la Covid-19 à l'assaut des fleuristes. Les couples ont continué de réinventer ce 14 février. La Saint-Valentin, une véritable occasion de se rapprocher davantage. C'est une idée de reportage de Patricia au Mouitia. Marché de Belleville, dans la commune de Trècheville. Pas d'engouement pour les préparatifs de la fête de la Saint-Valentin. Les commerces sont ouverts, mais pour les commerçantes de ce marché, pas question de rater l'occasion de fêter malgré la Covid-19. Les années passées, on n'a jamais fait de Saint-Valentin. Mais cette année-là, vraiment, c'était une année de bonheur, de succès pour moi. Donc j'ai été tellement contente, je suis tellement contente. Nous-mêmes, on veut se faire plaisir. Si monsieur m'a pas invité même, moi-même j'allais à l'abattoir, je vais bien m'habiller et aller bien manger, boire et venir à la maison. Nous nous rendons ensuite dans la commune du Plateau, dans un hôtel de luxe. Les réservations sont déjà bouclées. 50 000 francs CFA par personne et 300 000 francs CFA pour les couples. Ici, les mesures barrières sont respectées avec une distance de 1 mètre entre les tables. Constat fait, nous nous rendons à 13 km d'Abidjan, dans un complexe hôtelier de haut standing. Ici également, toutes les chambres sont réservées et le package pour les couples varie entre 50 000 et 100 000 francs CFA. Il y a des festivités qui sont prévues pour tous ceux qui viendront, les couples qui viendront. Pour la soirée, déjà, nous avons déjà une vingtaine de couples qui ont prévu venir uniquement que pour le bar. Puisqu'ils ont voulu avoir des chambres, mais malheureusement, n'ont pas de chambres disponibles. Dans ce décor naturel, nous rencontrons Chantal et Cédric, mariés depuis 5 ans. Ils ont choisi cet endroit pour se redécouvrir et se séduire à nouveau, le temps d'un week-end. Avec ou sans masque, les amoureux se réservent une soirée romantique. Je suis venu dans ce lieu pour m'égayer un peu, me promener, me bavader un peu ma chérie, pour essayer de faire un bilan de l'année écoulée, et bavader, et puis voilà. Ça fait plaisir vraiment, surtout que le coin est vraiment agréable. Quand on a décidé de se retirer un peu loin des bruits de la ville, pour qu'on peut profiter l'un de l'autre. Avec des gestes barrières pas toujours respectés, les amoureux comptent bien profiter de la fête et aussi de la nature. Et voilà qui referme le chapitre de la Saint-Valentin. On change de cap et on fait le point de la situation de la Covid-19 au 14 février 2021.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 14 février 256 nouveaux cas de Covid-19 sur 3538 échantillons prélevés, soit 7,2% de cas positifs, 276 guéris et 1 décès. À la date du 14 février, la Côte d'Ivoire compte donc 31 140 cas confirmés, dont 29 338 personnes guéries, 174 décès et 1628 cas actifs. Le nombre total d'échantillons de 385 616. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Et puisqu'on parle de santé, les centres de santé de Kombolokura et Lataha, dans le département de Korogo, ont désormais leur ambulance, les véhicules de secours et d'assistance offerts par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui s'inscrivent dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide au profit des populations. On regarde le compte-rendu d'Ami Sissoko. 2 ambulances flambant neuves. C'est le don du chef de l'État Alassane Ouattara au centre de santé des sous-préfectures de Kombolokroa et de Lataha, respectivement situés à 35 et 15 km de Korogo, la capitale du Poro. L'émissaire du président de la République, Amadou Coulibaly Ams, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, remet officiellement les clés de ces ambulances aux bénéficiaires en présence du préfet de région du Poro, André Assomou Ekbono. Pour évacuer les malades et les femmes enceintes, souvent cela se faisait avec les tricycles. Avec ce don, toutes ces situations seront évitées dorénavant. La santé, c'est le plus important des projets de l'homme, parce que tout autre projet de l'homme en dépend. Nous, population de Lataha, ne sommes pas en marge des grandes actions du président Alassane Ouattara. Ce don qui, en plus de faciliter l'évacuation des malades sur Korogo, va contribuer à l'atteinte de l'un des objectifs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. C'est plus de 6 000 habitants de Kombolokroa et villages environnants et plus de 7 000 habitants de Lataha et villages environnants qui seront bénéficiaires de ces services à travers une amélioration qualitative des références médicales. Je demande à ce que le chef de village, que le sous-préfet, que le médecin-chef, que les infirmières n'en fassent pas un véhicule de transport de bois, de bananes, de karité, etc. Ce don d'ambulance du chef de l'État Alassane Ouattara s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide dans le domaine de la santé au profit des populations. Il est à noter que le centre de santé de Kombolokroa est actuellement en pleine réhabilitation. On reste à l'intérieur du pays et on se rend maintenant à Bondoukou où des propriétaires terriens ont reçu des chèques. Une remise en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Les bénéficiaires ont reçu des chèques d'un peu plus de 300 millions de francs CFA pour avoir cédé leurs terres pour un projet agro-industriel relatif au traitement de la noix de cajou à Bondoukou. Herman Niamia. Très grande zone de production d'anacade, la région du Gontougo sera bientôt dotée d'un pôle agro-industriel pour le traitement de la noix de cajou. La remise de ces chèques aux propriétaires terriens pour éponger les droits coutumiers constitue la dernière étape administrative pour le démarrage des travaux. Au nombre de 15, ils ont reçu des chèques d'une valeur de 301 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne la noix de cajou, nous avons à réaliser 4 zones industrielles de façon à faciliter l'installation des investisseurs extérieurs à notre pays. Vous savez que les questions de zones industrielles sont hautement stratégiques pour attirer des investisseurs. Et nous, pour accélérer donc le mouvement vers la transformation de la noix de cajou, nous avons donc réalisé 4 zones industrielles. Une à Bondoukou, une à Boaké, une à Korogo, une à Séguéla. Et Bondoukou va être la première. Satisfait d'avoir reçu les chèques, le porte-parole des bénéficiaires s'est réjoui du dénouement heureux de ce dossier. Nous perdons certes nos terres, mais ce que nous gagnons est plus important car cette usine procurera, nous en sommes sûrs, de l'emploi
à nos mamans, à nos femmes, à nos jeunes et à tous les habitants de cette région. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural n'a pas caché sa joie de voir la concrétisation du projet. Au-delà des emplois que cette zone industrielle va créer dans cette région selon lui, son implantation va freiner la fuite de la production nationale de noix de cajou vers les pays voisins. On sait très bien que Bondoukou produit de la noix de cajou de qualité, mais à un moment donné, notre production est allée vers l'extérieur. Depuis un moment, le DG et moi-même, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous sommes venus sensibiliser nos parents et aujourd'hui, la tendance est à la hausse. Nous demandons à nos parents de continuer dans cette voie. La zone industrielle de Bondoukou, dont les travaux vont démarrer incessamment, sera bâtie sur une superficie de 15 hectares. Et on continue notre périple à l'intérieur du pays. 1500 artisans bénéficiaires sont concernés par le projet Moto-Tricycle Bagage, un projet clé en main du ministère de l'Artisanat et ses partenaires. Il consiste à remettre un moto-tricycle bagage à des jeunes artisans avec un kit d'accompagnement. À terme, le projet vise à lutter contre le chômage des jeunes et il va coûter à l'État de Côte d'Ivoire une enveloppe de 800 millions de francs CFA. La remise de kits des villes de Mans et de Daloa avec F. Boué. Un tricycle remis avec un kit d'accompagnement composé entre autres des pièces administratives de l'engin, d'un permis de conduire toute catégorie, une formation suivie d'encadrement, un fonds de roulement. Nous sommes à la phase nationale de l'opération Moto-Tricycle Bagage, étape de Mans. Un projet novateur du ministère de l'Artisanat et ses partenaires inscrit au Code national et au Code UEMOA de l'Artisanat. Le ministère de l'Artisanat s'est engagé à initier des solutions innovantes de financement en vue de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes, leur insertion socio-professionnelle, afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus, consacrer leur autonomie et aussi empêcher l'exode, n'est-ce pas, vers d'autres cieux. Il s'agit d'un financement remboursable à des conditions avantageuses et souples. À Mans, ce sont 60 artisans bénéficiaires qui ont reçu chacun un tricycle. Des conseils d'usage sont donnés. Chers artisans bénéficiaires de ces engins à 3 roues, je voudrais compter sur vous, sur votre courage, votre honnêteté pour créer une existence économique par le moyen de ce projet. Je voudrais à présent vous exhorter à faire bon usage des mototricycles qui vous sont remis ce jour afin d'en assurer le remboursement gage, la pérennité de ce projet. Vous devriez rembourser les prêts qui vous ont été faits et que vous devez faire en sorte que votre vie passe d'un point A à un point B. Parce qu'on ne peut pas, subventionner quelqu'un et puis revenir 2 ans après, la personne est au même niveau. Ça voudra dire qu'on aura échoué. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude au gouvernement, promettent relever le défi de leur autonomisation. Après Mans, Cap Sud Daloa dans le Haut-Sassandra. Ici, ce sont 45 engins qui sont remis aux artisans de Daloa et Bono. Cette phase nationale concerne 1500 artisans. Coût global de l'opération, 800 millions de francs CFA. Les localités retenues sont Korogo, Odjene, Mans, Daloa, Gagnoa, San Pedro, Abobo, Anyama, Dimbokro, Yamsokro, Boaké. Et on en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1, je vous le disais en titre, situé à plus de 800 km d'Abidjan, la localité de Tienko, érigée en sous-préfecture depuis 1961, amorce son développement. L'essor de la localité est accueilli avec beaucoup de joie par les populations qui demeurent malgré tout très attachées à leur tradition. Éric Goré a séjourné à Tienko, voici son reportage. La voie d'Odiéné-Tienko, longue de 91 km en chantier. Elle sera bitumée dans les prochains mois. Et déjà, les populations sont reconnaissantes au chef de l'État. Tienko, les travaux ont déjà commencé pour le bitumage d'Odiéné, comme je l'ai dit, jusqu'à Manakro.
Donc en passant évidemment par Tienko et par Minignan pour aller vraiment à Cancan. Tienko est l'une des premières sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, située dans la région du Folon. C'est en 1961 qu'elle a été érigée en sous-préfecture, c'est-à-dire 1 an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En dépit de la modernisation de cette sous-préfecture, avec plusieurs infrastructures et la présence de l'administration publique, éducation, santé, sécurité, électricité, entre autres, les populations restent attachées à des valeurs historiques. Et la plus visible de ces valeurs est le lien entre les êtres humains et les ânes. Dès qu'on rentre à Tienko, on est frappé par cette réalité. Ils sont partout, ces compagnons de l'homme. Tout se fait avec eux et jamais sans eux. L'âne, quand on le dresse bien, il est très docile. Les femmes, les enfants, il est habitué à tout le monde. Quand il est bien nourri, bien dressé. L'âne bien dressé comprend. Quand tu lui parles en malinqué, il le court. Il s'arrête. Quand tu dis, il y a un son aussi pour les guideurs, là, les conducteurs d'âne. Ils ont des codes. Quand l'âne est habitué, il s'arrête, il comprend. Mais il est souvent têtu quand tu le montres que tu es pressé. Tu dis allons vite, tu sors ça de ta bouche. S'il entend, vraiment tu vas dormir au champ. Comment ça se fait? Même si tu le tapes? Même si tu le tapes, il ne va pas bouger. Il va à son rythme. Ces animaux aident les hommes dans les tâches quotidiennes. 2 ânes peuvent transporter 1 tonne. Voilà, il prend beaucoup de bagages, très dur. Un animal plus de 100 fois dur que le bœuf même. Ils sont même considérés comme membres de la famille. À l'instar des autres peuples, vous avez des éléphants, vous avez des buffles, vous avez des vaches, notamment en Inde, qui sont à la fois compagnie, animaux de compagnie et animaux, disons, de trait. Alors ici, effectivement, les ânes font partie de la famille, font partie de notre culture et véritablement, ils sont partie intégrante de la vie sociale et économique. Les femmes de Tienko sont aussi aidées par ces ânes. Nous, avec les ânes, c'est une famille. On prend pour aller au champ, on prend pour aller au marigot, on prend pour prendre les fagots dans les champs. Quand on les parle, les gars nous obéissent. C'est comme une famille, on s'entend très bien. On est bien familiers, comme des hommes. En tout cas, on s'entend très bien. Quand on est fâché, on les frappe avec des bâtons. Ils comprennent? Ils comprennent. Ils comprennent. Une fois que tu le frappes, ils commencent à courir. Si dans cette localité, on peut consommer la viande de bœuf et la viande de mouton, ce n'est pas le cas pour l'âne. Une grande fierté pour la localité. Ces ânes sont adorables. Ils sont merveilleux. Il suffit d'y faire un tour pour les voir. Vous les verrez. Vous pourrez les toucher. Vous pourrez vous promener avec eux comme je le fais en ce moment. Rendez-vous donc à Tienko pour voyager à Dodane comme Éric Goré, un dossier à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de RTI 1. Retour à Abidjan, c'est une idée qui vient enrichir la postérité de véritables success stories, des réussites caractérisées par une approche managériale empreinte de la culture africaine et capable d'inspirer positivement les générations actuelles et à venir. Les managers d'Afrique ont désormais une maison d'édition. Le tout premier livre de cette maison d'édition est signé Fulbert Tobabéi, Sacré Super RH 2019, le reportage de Walter Amadou Ouattara. Les managers africains dans le domaine des ressources humaines veulent promouvoir et perpétuer les bonnes pratiques adaptées aux exigences du continent. Une maison d'édition, un projet ambitieux d'écriture et de publication d'ouvrages à visée formatrice. Le projet est conduit par Ange Trabi, directeur de publication de RH Mag. Notre ambition, c'est de construire des archives, des éditions où nos expériences africaines pourront être partagées. C'est à juste titre que face aux défis actuels, accentués par la crise de la Covid-19, le développement du capital humain est vu comme un facteur clé du succès afin de permettre aux entreprises d'Afrique de répondre aux enjeux d'un environnement souvent qualifié de volatile, incertain, complexe et ambigu. Des thèmes tirés de l'ouvrage de Fulbert Toba, Super RH 2019.
C'est lui également qui ouvre la première collection de mémoires de managers édition, avec son livre « Mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences GPEG ». Une voix africaine. Ce que nous voyons toujours, ce sont des livres qui nous viennent de l'extérieur, mais qui sont écrits dans des contextes adaptés à ces pays. Et là, on a une expérience purement ivoirienne, réalisée dans un contexte ivoirien, donc dans un contexte africain plus large, et je pense que ça vient combler un vide. À la dédicace de l'œuvre, plusieurs communications, dont celle de Amadou Bakayoko, directeur général de la CIE SODECI, démontrent l'opportunité de l'initiative et les perspectives qu'elle laisse entrevoir, notamment la préservation de l'esprit managérial et la clairvoyance qui ont fait le succès et la performance des entreprises africaines. Un mot de religion à présent avant de refermer le chapitre de nouvelles locales. Le vendredi dernier, les fidèles musulmans du quartier Les Arcades, dans la commune de Cocody, ont inauguré leur tout nouveau complexe islamique. Ce complexe est l'œuvre de la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, un joyau qui va offrir un cadre de formation religieuse aux enfants de la communauté. Alassane Rabo. Le voilà. L'imposant complexe islamique situé au quartier Les Arcades, dans la commune de Cocody. Les fidèles musulmans de ce quartier n'auront plus à chercher une mosquée pour l'accomplissement de leurs prières canoniques. Ce vendredi, femmes et hommes s'y sont donné rendez-vous pour la toute première prière. Ce complexe islamique, construit par la FIRAD, la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, compte, en plus de la mosquée, 3 salles de classe, une bibliothèque et une salle de conférence. Ça a été une grande satisfaction que notre cité puisse avoir une mosquée à côté de nous, une très belle mosquée. Je remercie la FIRAD, car la FIRAD a fait beaucoup pour moi. Voilà, je me rappelle que c'est la FIRAD qui a financé mes études supérieures. Voilà, aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence. La FIRAD a tenu à rendre un hommage particulier à l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le 17 mai 2020 des suites de la Covid-19 en baptisant la salle de conférence du nom de ce dernier. En Argentine, l'ex-président Carlos Menem est décédé ce dimanche. À l'âge de 90 ans, il avait dirigé le pays pendant 10 ans, soit de 1989 à 1999. Élu sénateur en 2005, puis systématiquement réélu, Carlos Menem, physiquement diminué et hospitalisé depuis plusieurs mois pour des problèmes cardiaques et rénaux, n'assistait plus aux sessions parlementaires et se tenait désormais éloigné de la vie publique. Place à présent à l'actualité dans le monde au titre de la semaine qui se referme dans quelques instants. C'est une sélection de Laure Goretti commentée par Jean-Marc Djadji. Face à la contestation populaire qui s'intensifie contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi, les responsables militaires désormais au pouvoir en Birmanie ont décrété la loi martiale. Les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes sont désormais interdits et un couvre-feu a été instauré à Rangoon et à Mandalay, 2 villes du pays. Donald Trump acquitté. C'est ce mardi qu'a commencé le 2e procès en destitution de Donald Trump. Des témoins étaient attendus pour le procès, puis un accord a été trouvé pour se passer de témoins. Et finalement, l'ex-président américain a été acquitté. Le Sénat n'a pas réuni assez de voix pour le faire condamner. Un violent séisme de magnitude 7,7 a ébranlé la région des îles Loyauté et de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 400 km au sud-est de l'archipel des îles Loyauté. Le président français Emmanuel Macron ne sera pas à N'Djamena les 15 et 16 février prochains pour le sommet du G5 Sahel. Il participera aux 2 séquences en visioconférence. Le déplacement est annulé pour des raisons sanitaires. Une trentaine de personnalités burundaises en exil, dont des opposants politiques, des figures de la société civile et des journalistes, ont été condamnées. Ces condamnations secrètes, depuis des mois, ont été publiées par voie d'affichage la semaine dernière, le jour où le dialogue politique entre l'UE et le Burundi reprenait.
Au Tchad, deuxième samedi des marches du peuple avait lieu ce 13 février à l'initiative du parti d'opposition Les Transformateurs, d'autres partis politiques d'opposition et d'associations de la société civile. Les manifestants ont été dispersés. Le président du Libéria, George Weah, a annoncé ce dimanche 14 février relever le niveau de vigilance sanitaire dans le pays. 4 personnes sont décédées de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée voisine. C'est la première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Je vous souhaite une agréable soirée et que la paix soit chez vous. Bonsoir.